En 1944, des officiers anglo-américains détenus en Pologne réussissent à se faire la belle. De cet événement, les studios américains tireront un film devenu célèbre, La Grande Évasion. C'est une espèce d'addiction, les évasions. Vous vous êtes évadé une fois, il faut que vous recommenciez. Dans la réalité, la plus grande évasion de la dernière guerre s'est déroulée à l'Oflag 17A, un camp situé en Autriche, à partir duquel 132 officiers français vont s'enfuir. Dans l'Oflag 17A, c'était pas facile. On ne pouvait s'évader qu'en passant sous les barbelés. À cette époque, beaucoup de soldats captifs du Reich ont tenté individuellement ou en groupe de s'évader, souvent par les moyens les plus rocambolesques. La plupart d'entre nous, il n'y en a pas un qui regrettait de s'être évadé. On était fiers de nous. Sur près de 2 millions de prisonniers de guerre, il y eut autant de tentatives d'évasion. Mais seuls 70 000 réussirent. Ces anciens prisonniers se souviennent de l'époque où, pour avoir franchi la limite interdite des barbelés et des miradors, ils sont devenus des bêtes à abattre pour le régime nazi. Nous sommes au Coudray, près de Chartres, sur une base militaire, mai 40, la défaite française. 1 800 000 prisonniers sont faits par les Allemands, il faut les garder. 57 fronts de stalag sont ouverts, puisqu'on est sur le front, et Chartres, ou le Coudray, est un des 57 fronts de stalag. Bien sûr, tous ces prisonniers ne vont pas rester dans les camps, et donc les Allemands emmènent en Allemagne les prisonniers dits blancs, donc les métropolitains, ne vont rester ici que les prisonniers dits indigènes ou coloniaux de couleur. Pourquoi? Parce que les Allemands, pour des raisons raciales, refusent de mélanger les races dites inférieures, donc les Noirs, à la race aryenne, et donc les prisonniers français blancs vont partir en Allemagne jusqu'en 1945. Rassemblés, toutes unités et tous grades confondus, les hommes entament une longue marche vers une destination inconnue. Une question se pose. Pourquoi n'en profitent-ils pas pour s'échapper, alors qu'ils sont encore sur le sol français? C'est comme si on était vidé. Parce que vous voyez cette idée, dire, on était dans une situation où on ne pouvait rien faire. Bon, quelqu'un qui serait rebellé serait été fusillé tout de suite, c'était évident. À 23 ans, le soldat de 2e classe Paul-Camille Dugène est captif du Reich. Je savais pertinemment qu'il fallait que je m'évade le plus rapidement possible. Malheureusement, pour s'évader, il faut au moins un endroit où aller se cacher quelque temps. C'est pas que l'idée ne me trottait pas en tête, elle ne m'a jamais laissé une seconde. Le soldat de 2e classe, François Dupont-Huin, tentera de s'évader à plusieurs reprises durant sa captivité. Au bout d'une marche interminable, les prisonniers sont entassés dans des wagons à bestiaux. Les Allemands nous racontaient des histoires, qu'on allait être libérés, etc. Et pour en finir, on entendait le nom des stations dans les gares, c'était des noms allemands, on savait qu'on était en Allemagne. Le caporal Rémy Gélin est en route pour un stalag situé au cœur de l'Allemagne. En juin 1940, plus d'une centaine de camps répartis sur tout le territoire du Reich se remplissent de près d'1 800 000 prisonniers. Les simples soldats sont internés dans des stalags, les officiers dans des oflags. Parmi ces oflags, il y en a un, celui de Königstein, où vont être rassemblés les généraux français. Et c'est une forteresse. Alors pourquoi on les rassemble là, dans cette forteresse? Parce que c'est le cœur ou l'élite de l'armée française qu'on veut contrôler, à une époque où on ne sait pas encore très bien comment vont évoluer les relations entre le régime de Vichy et le Troisième Reich. Forteresse, pour vous l'imaginer, avec des remparts extrêmement hauts, une quarantaine de mètres, des miradors qui projettent une lumière le soir sur les murs et qui rend l'évasion, si ce n'est impossible, du moins très compliquée. Dans les stalags, où la surveillance est également très étroite, le règlement prévoit de soumettre l'ensemble des soldats au travail obligatoire pour le compte du régime nazi. Les prisonniers sont alors répartis à l'extérieur des camps, dans des unités de travail appelées commandos.
Les Allemands nous demandaient notre profession. Alors, il y avait des boulangers, il y avait des bouchers, pour remplacer les soldats allemands qui étaient sur le front. Rémi Gélin est enrôlé pour des travaux de force dans les canaux d'irrigation. Dans les commandos industriels, les conditions sont encore plus dures et parfois même synonymes d'esclavage. On a construit donc la voie d'un petit train. Les rails étaient très lourds, le travail était très pénible. Beaucoup de Français tombaient par terre et ils étaient remis d'aplomb à coups de bottes, à coups de Arbeit, immédiatement Arbeit. Le soldat de première classe Albert Anton est envoyé dans un commando agricole proche du Luxembourg. Ils nous mettent sur la place du village, et puis là, il y a tous les paysans qui viennent choisir leurs gars, qui veulent... alors, ils choisissent dans les plus forts, dans les paysans, dans les cultivateurs, en principe. Dans les commandos agricoles, qui emploient la majorité des soldats, la situation est sensiblement différente de celle des commandos industriels. Bien que la pénibilité soit variable d'une ferme à l'autre, l'autonomie est plus grande et la surveillance moindre. Petit à petit, les prisonniers prennent conscience que la captivité va durer. Certains envisagent alors l'évasion comme unique alternative. Au printemps de 1941, on assiste à une vague d'évasion dans les commandos agricoles. Nous sommes les premiers qui se sont évadés, quand même. Oh, ce jour-là, on s'est évadé à 7 d'un coup. Chez mon paysan, j'avais volé un moule de pain. J'avais volé aussi sa casquette. Sans surveillance, Albert Anton s'enfuit de son commando. Il est à présent en pays hostile. On marchait la nuit, et puis le jour, on se planquait pour pas... Et puis la nuit, en passant, il y avait des fois, on ne pouvait pas éviter les villages, malgré tout. En passant derrière un village, il y a 2 sentinelles qui nous ont arrêtés, on était 3. Alors, on ne savait pas s'ils étaient armés, s'ils avaient un fusil. Et on s'est arrêtés, et puis on s'est rendu. Ils n'avaient pas d'armes, ils avaient avec leurs baïonnettes, ils avaient aussi peur que nous. Pendant cette période, beaucoup de prisonniers vont s'évader sur un coup de tête, sans véritable préparation. C'est le cas du soldat François Dupont-Huin, qui va profiter d'un concours de circonstances exceptionnel. Il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire auquel on ne s'attendait pas. Tout d'un coup, on a entendu un bruit formidable. On s'est rendu compte tout de suite que l'usine d'en face était une usine de munitions qui sautait. Les Allemands sont partis et nous, restés tout seuls dans le camp en question, on a sauté les barbelés et puis on a pris le chemin des petits lapins. La difficulté pour s'évader, c'est pas les barbelés. Je les ai passés plusieurs fois, mais là où c'est difficile, c'est les kilomètres à parcourir. Sans vivre, privé de moyens d'orientation, François Dupont-Huin sera repris au bout de 24 heures. Vous savez, c'est une espèce d'addiction, les évasions. Vous vous êtes évadé une fois, il faut que vous recommenciez. C'est plus fort. La liberté, vous savez, quand on arrive à sortir d'un commando gardé, on respire. La liberté, c'est quelque chose de précieux. Après une première tentative d'évasion improvisée en 1940, le caporal Rémi Gélin récidive en avril 1941. Carte, boussole, vivres. Cette fois, rien n'a été laissé au hasard. Ça a été quand même assez dur. On avait 9 jours de vivres avec nous, avec la complicité des prisonniers qui travaillaient dans une boulangerie. Du sucre en particulier, on est parti avec 7 kilos de sucre. On marchait sur le bas-côté de l'autoroute, il y avait très peu de circulation. Quand on voyait les phares
On se planquait dans le fossé, on attendait que ça se passe et on repartait. Au moment où les vivres commencent à manquer, la frontière française est en vue. On voit un pont métallique. On pensait que c'était un pont sur le Rhin. Arrivé à la nuit, on passe sur le pont et à un moment donné, on entend en allemand qui va là et on entend les culasses des fusils. Alors on a dit « Kriegsgefangenen Franzoses », nous sommes des prisonniers de guerre français. La sanction pour tous les fugitifs est la même. Le transfert immédiat dans des commandos disciplinaires. Les commandos disciplinaires, c'était à peu près les mêmes que les commandos ordinaires, sauf que la discipline était un peu plus sévère et surtout le travail plus dur. C'était des carrières de pierre. On nous donnait des gros blocs de pierre et qu'il fallait casser avec une masse. Il y avait un nombre de wagonnets à faire. Moi, je n'ai jamais fait le nombre, entre parenthèses. L'adjudant allemand nous a réunis et nous a mis tous les gars du commando au garde à vous. Et puis il nous a fait un discours fleuve en nous disant que c'était ridicule de s'évader, que les Allemands étaient partout dans le monde entier et qu'on ne pouvait aller nulle part, qu'on serait toujours repris et qu'il ne faisait que d'empêcher l'Allemagne de réaliser ce qu'elle faisait, c'est-à-dire qu'elle se battait pour le bien du monde entier. Je t'en fous. Certains sont soumis au régime du cachot, assorti de brimades continuelles. Vous avez des demi-journées qui sont employées à faire la plotte. Alors la plotte, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ils vous mettent un sac de 20 kilos sur le dos, votre sac à dos, quoi que vous... Et puis, ils vous disent, debout, couchez, plus vite, moins vite, à plat ventre. Pendant 1 heure, ça dure, ça. Quand vous ne pouvez plus vous relever, les Allemands à coups de pied dans la figure, dans les reins, etc., vous obligent à vous relever quand même. Et ce sont des copains qui, en général, vous prennent et vous ramènent à votre cellule. Au cours de l'année 1941, une nouvelle législation redonne aux prisonniers l'espoir d'une libération prochaine. Sur l'ordre du Führer, Adolf Hitler, chancelier du Reich allemand, les prisonniers de guerre français, pères de familles nombreuses, et les fils aînés de familles de 4 enfants dont le père est décédé, ont été libérés, malgré que la guerre dure encore. Cette décision va favoriser de nouvelles stratégies d'évasion. Certains prisonniers de guerre vont réussir à quitter l'Allemagne en détournant la loi sur les rapatriements légaux anticipés. Il suffisait qu'une demande soit remplie en bonne et due forme, et puis ça passait. Joseph Maudet, interné au Stalag 2A, va tenter un subterfuge. On était une grande famille, et puis j'avais un frère qui était en captivité, qui était prisonnier. On pouvait considérer qu'il y avait une bonne raison, quoi. Par l'entremise d'un ami bien placé en France, le soldat Maudet se fait envoyer une attestation sur sa prétendue qualité de soutien de famille. Les Allemands n'y voient que du feu. Joseph est libérable. On m'a dit, bon, vous rentrez. Ben, j'allais pas dire non. D'un côté, on était contents pour eux, mais d'un autre côté, ben, on dit on n'est pas rentrés encore, nous. Hein. Interné au Stalag 2B, le soldat Bernard Derrien voit l'espoir d'une libération prochaine s'éloigner de nouveau. Nous, ça nous fait un peu de peine parce qu'on reste, nous. On les voit partir. Et quand vous voyez les gars partir,
qu'on sait qu'ils rentrent en France et que nous, on reste dans les barbelés, ça fait un petit quelque chose, vous savez. Cette loi sur les libérations anticipées n'a concerné qu'un nombre limité de soldats. Fin 1941, 1 500 000 prisonniers sont toujours derrière les barbelés. Afin de rompre leur isolement, l'écoute clandestine des radios devient l'une des principales activités. C'était un tout petit comité qui écoutait les nouvelles, quoi, et qui, après, le répartissait. On était conviés dans une chambre ou quelque chose comme ça, quoi. Et c'est là qu'on nous répétait tout ça, quoi. On faisait le guet, évidemment. Beaucoup suivaient ça sur la carte, de jour en jour. De jour en jour, on suivait les armées. Un jour d'avril 1942, la nouvelle se répand dans les camps. Le général Giraud a réussi l'exploit de s'évader de la forteresse de Königstein, la mieux surveillée du Reich. Il a 63 ans. Il faut bien avoir en tête que cette évasion est extraordinaire, d'abord par l'exploit physique qu'elle représente. Giraud l'a raconté dans son livre « Mes évasions », après-guerre. Il a une corde de 46 mètres ou 45 mètres de long. Il descend le long de la paroi. Il s'est rasé la moustache. Il a, soi-disant, appris l'allemand pour passer inconnu. Et il porte un chapeau tyrolien. C'était vraiment une grande évasion. Et surtout à la barbe et au sud des Allemands, pour qui la forteresse était imprenable. C'est un coup de tonnerre des deux côtés. Côté français, parce que avec Giraud, c'est d'une part un héros qui naît par rapport à l'évasion. L'évasion de Giraud va permettre le basculement, le passage d'un certain nombre de maréchalistes, de personnes qui soutiennent le maréchal Pétain dans la résistance. Et puis, l'autre conséquence, c'est du côté allemand, c'est que les Allemands ne peuvent pas ne pas réagir à cette évasion spectaculaire. C'est un général qui s'évade, un général français, et donc il va y avoir une conséquence très dure par rapport au régime des captifs français. On va diminuer le nombre de courriers, on va augmenter la surveillance, et donc il y a un durcissement du statut de captif, aussi bien dans les camps que dans les commandants de travail. Hitler fait geler tous les départs en Allemagne. Ça, c'est sûr. Et le train qui était en gare de Sagan est un train que tous ceux qui étaient là-dedans descendent et regagnent le camp. Ils ont accusé le coup, vraiment. Ils étaient vexés que Giraud leur avait fait la grimace. Giraud, c'était important à ce moment-là. Au même moment, le stalag numéro 325, destiné à durcir le régime des évadés multirécidivistes, a été ouvert à Rawa-Rouszka, aux confins de la Pologne. Jugés récidivistes, les prisonniers Albert Anton et Rémy Gélin y sont transférés. La veille, il nous avait retiré nos chaussures, il nous avait donné des sabots et il nous avait à zéro partout. Couper les cheveux. Et le jour qu'on est arrivé devant les trains avec nos bagages, ils nous ont pris un par un, ils ont retiré tous nos gamelles, nos fourchettes, couteaux, enfin tout, ils nous ont tout retiré. Le voyage, ça a été quelque chose d'assez terrible. On a voyagé dans des wagons à bestiaux. On était 70 à 80 par wagon. Ça a duré 6 jours et 6 nuits. On s'arrêtait très souvent et il fallait attendre que les voies soient libérées pour qu'on puisse partir. Pas de nourriture. Un seul arrêt sur les 6 jours, on a pu descendre de la voie et recevoir une soupe, c'est tout. On est arrivé au bout de 6 jours à Varouska, complètement déboussolé. On avait remplacé dans ce camp des prisonniers russes qui avaient été quasiment tous exterminés par le typhus. Cette photo est l'un des rares témoignages visuels de Rawa-Rouszka. Moi, j'habitais dans ce qui devait être des écuries à chevaux qui avaient été aménagées avec des lits superposés, enfin en bois. Et on était 600 dans les écuries, 600 prisonniers. On était 7-8 000. On avait un robinet d'eau pour tout le monde. Il ne marchait pas toute la journée parce que
Il n'y avait qu'une canalisation quoi, qui arrivait. Il y avait des queues épouvantables, il fallait rester debout à attendre son tour pour avoir une gamelle d'eau. On n'avait pas d'ustensiles. On n'avait pas de gamelle. Alors il y en a qui ont mis ça dans leur képi, dans leurs sabots. Enfin, ceux qui avaient eu la chance de trouver une boîte d'un litre, oui, c'était un drôle de merdier. Mais il fallait absolument pas en boire parce qu'il y avait la dysenterie. Si on buvait de l'eau du robinet, c'était fatal. Hein. Je crois que le plus de morts qu'il y a eu à Rawa-Ruska, c'est les morts de dysenterie. Hein. Afin de stigmatiser le traitement inhumain infligé aux prisonniers de guerre à Rawa-Ruska, en juin 1942, la radio de Londres évoquera ce camp comme étant celui de la goutte d'eau et de la mort lente. À Rawa-Ruska, c'était impossible de travailler parce qu'on était dans un état de délabrement complet. On mangeait une petite ration de pain et de la soupe de millet. J'ai perdu personnellement 14 kilos en 4 mois, moi. Je vais vous dire qu'il n'y avait pas grand-chose à manger. La plupart d'entre nous, il n'y en a pas un qui arrêtait de s'évader et de dire oh, « si j'avais su, je ne serais pas parti ». Tout le monde était fier d'avoir essayé. On était fiers de nous, d'avoir osé quelque chose. Ah oui. Fuir à tout prix l'enfer de Rawa-Ruska et sa discipline de fer. Pour échapper à sa condition, le caporal Rémy Gélin se porte alors volontaire pour aller travailler ailleurs. Il est affecté au commando d'un village du nom de Zwierzyniec. Le prisonnier a toujours la même obsession, s'évader. Je n'y suis resté que 2 ou 3 jours à Zwierzyniec parce qu'un groupe de prisonniers avait creusé un tunnel. Par ce tunnel, 92 prisonniers vont s'enfuir du commando dans la même nuit. Un record pour l'époque. Il y avait un mirador à gauche, à 50 mètres. Et le mirador était allumé à l'intérieur. On voyait la sentinelle allemande en armes. Mais je ne sais pas par quel miracle, elle ne nous a pas vus. Et les 92 sont passés sans histoire. On entendait partout des chiens aboyer. Vous savez, 92 prisonniers dans la nature au même endroit, ça fait beaucoup de monde. Hein. À cet instant, plus de 1700 km séparent Rémy Gélin et son complice de la France. Tout au long de la cavale, la complicité et le soutien indéfectible de la population polonaise va jouer un rôle essentiel. Ah, les Polonais, ils ne pouvaient pas voir les Allemands, mais c'était viscéral. On frappe à la première ferme venue, c'était une ferme très pauvre. Le sol était en terre battue, la toiture était en chaume. On leur fait comprendre qu'on voulait changer nos vêtements militaires contre des vêtements civils. Ils ont tout de suite, ça avait l'air de les intéresser. Alors, l'échange se fait et ils nous donnent la moitié d'une boule de pain. Alors, le pain, c'était pas formidable. On voyait les morceaux de blé concassés à l'intérieur avec des pommes de terre. Vraiment, c'était misérable. J'avais au préalable fabriqué une boussole. C'est très facile à faire. Il suffit d'avoir une lame de rasoir qu'on fait détremper, un bouton pression et une punaise. Avec ça et du carton, on fait une boussole. Après avoir descendu la Vistule pendant 15 jours sur un radeau de fortune, Rémy Gélin finit par accoster à un débarcadère situé en plein cœur de Varsovie. À 8 heures, alors là, j'ai eu un coup, je me suis demandé ce qu'allait m'arriver. J'aperçois 2 soldats en armes sur le quai de débarquement. Alors je me dis, ça y est, on est foutu. Je descends,
Un des soldats me demande « Comment t'appelles-tu » J'ai eu un réflexe, je crois que c'est un bon réflexe. Je lui ai répondu « Jelinski ». Et puis je suis morté. C'est un ouf de soulagement. Dans Varsovie occupée, Rémy Gélin doit sans délai envisager son exfiltration. Seul problème, il ne dispose d'aucun papier. Grâce à l'aide de la Croix-Rouge polonaise, le fugitif finira par monter dans un train en partance pour Paris. Il est seul, entouré de tout un contingent de soldats allemands. On a laissé rentrer les contrôleurs faire leur boulot. À ce moment-là, on est descendu sur le quai et on est passé dans la partie du train qui avait déjà été contrôlée. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Septembre 1942. Après avoir traversé sans encombre le Reich et la Hollande, Rémy Gélin retrouve enfin la France un mois après le début de son évasion. Un véritable exploit personnel. Il a devant lui la ligne de démarcation, ultime frontière pour être de nouveau un homme libre. Qu'est-ce que je vois arriver? 2 soldats en armes, la Gestapo probablement. Alors je me dis, ça y est, je suis foutu. Alors je me demande si je vais faire demi-tour et courir, ils vont me tirer dessus. Je décide d'essayer de passer. J'arrive, et puis ils m'arrêtent évidemment, dans le papier, tout ça. J'avais des faux papiers. Les faux papiers font illusion. Commence alors la fouille. Ils me trouvent un stylo Parker dans ma poche, une marque américaine. Et ils me disent, mais vous êtes américain? Parachutiste, ils me disent. Je me dis non, j'ai senti que ça allait mal tourner. Alors j'ai dit vraiment qui j'étais, je leur ai expliqué que j'étais un prisonnier évadé. Si près du but, hein, elle n'avait pas le moral. Retour Allemagne, à la gare de départ. Dans le train qui le ramène en Allemagne, le caporal Rémy Gélin craint à présent pour sa vie. Quelques kilomètres avant Chalon-sur-Marne, le train ralentit. Je me lève et puis je m'en vais tranquillement dans le couloir. Je regarde la sentinelle qui me tournait le dos. Je baisse la glace tout doucement. Et puis à un moment donné, je passe par-dessus moi et je tombe sur le ballast. Bon, le choc est un peu rude quand même. Bon, alors arrivé là, je regarde le train défiler, je voyais le train, je me dis, pour vous qu'il n'y ait pas une sentinelle dans ma guérite arrière qui me tire dessus, il n'y en avait pas. Rémy Gélin passera le reste de la guerre à vivre en France dans la clandestinité. Albert Anton aura moins de chance. Une fois sa peine purgée à Rawarouchka, il sera transféré dans un commando à Berlin. Ayant perdu toute envie de s'évader, il devra attendre sous les bombardements la fin de la guerre avant de pouvoir rentrer en France. Face à cette multitude d'évasions individuelles ou en petits groupes, plus ou moins bien préparés, il existe des tentatives d'évasion en grand nombre, plus sophistiquées. Elles ont principalement lieu dans les oflags, les camps qui regroupent les officiers de l'armée française. Détenus sous haute surveillance, parqués dans des baraquements entourés de barbelés, les officiers n'ont aucune obligation de travail. Cette oisiveté va faire germer dans la tête de certains les projets d'évasion les plus fous. Fils d'ancien officier prisonnier, Étienne Jachet a accumulé une somme considérable de récits d'évasion. Pour les officiers, dans les oflags, il reste quand même énormément de difficultés. C'est-à-dire que pour pouvoir s'évader, si on ne parle pas la langue allemande, il faut arriver à se constituer des faux papiers avec des tampons fabriqués avec des pommes de terre qui vont justifier un déplacement à travers l'Allemagne. Il faut, pour être le moins repérable possible, avoir des vêtements civils.
pendant 5 ans dans les oflags comme dans les stalags, ces captifs ont toujours été habillés en militaires français. Quand on est enfermé à l'intérieur des camps, la seule solution, c'est d'essayer de fabriquer avec les moyens du bord, avec des couvertures que l'on va teinter, etc. Et puis par-dessus tout, pour s'évader, il faut avoir de l'argent. Or, dans les camps de prisonniers, les Allemands ont mis une monnaie en place, je dirais des billets qui ressemblent à des billets de Monopoly. Ils ont la même valeur monétaire qu'un vrai billet de banque allemand, mais ce sont des faux billets, donc qui n'ont pas cours à l'extérieur. Malgré toutes ces difficultés, des officiers vont surmonter un à un les problèmes et réussir à l'Oflag 17A la plus grande évasion de toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Tous les officiers avaient la volonté de s'évader, de quitter leur statut miséreux et insupportable de prisonniers. Mais il fallait trouver l'occasion. En 1943, voilà plus de 3 ans que Jean Quen-Grandidier est interné. Dans l'Oflag 17A, c'était pas facile. On ne pouvait s'évader qu'en passant sous les barbelés. On ne pouvait pas passer au-dessus, c'était trop haut. À l'Oflag 17A, des dizaines de projets de tunnels ont été entrepris à partir des vides sanitaires situés sous les baraques. Ils ont tous été déjoués par les autorités allemandes. Certains officiers vont alors imaginer une stratégie plus subtile. Les plus fervents partisans de l'évasion se sont réunis pour créer un souterrain unique qui réunirait tous les moyens et de faire quelque chose qui soit susceptible de réussir. Alors, après réflexion, on a demandé au commandant allemand de créer un théâtre de plein air sur une des prairies qui séparait les baraques du réseau de barbelés extérieurs. La création d'un théâtre de plein air, à proximité des barbelés, est la première étape du projet. Elle permet de diviser par 2 la longueur d'un tunnel. Ironie du sort, c'est le commandement en personne qui va mettre les outils de terrassement à la disposition des prisonniers. On avait demandé des pelles et des pioches, mais avec les pelles et les pioches et tout, tous les déblais du souterrain, ils venaient s'ajouter avec les gradins, ce qui fait que les Boches n'ont jamais vu ils n'ont jamais compris qu'il y avait un souterrain, là. À cette époque, le lieutenant Robert Granger a déjà plusieurs tentatives d'évasion à son actif. Le commandement allemand n'a rien vu, il a dit « Tant que ces messieurs s'amuseront, je n'aurai rien à craindre », parce qu'il pensait toujours être destitué pour avoir un commandement sur le front de l'Est. Parce que les évasions, c'était la grande horreur des officiers allemands là-bas qui commandaient le camp. Au printemps de 1943, les premiers coups de pioche sont donnés. Le sous-sol est meuble. L'avancée du tunnel va se faire en rythme soutenu de 50 cm par jour. On avait appelé notre entreprise Charlie, du nom de Charles de Gaulle. Et puis le souterrain, on l'avait appelé le métro. Le lieutenant Philippe Nicolas fait partie des guetteurs. Les gens qui travaillaient à la pioche, là, c'était très dur. Il fallait qu'ils soient rapidement remplacés. Et alors on avait en plus une corde aux chevilles. Parce que si, en creusant, le plafond venait à s'écrouler et qu'on était pris en dessous et enterré, pour être tiré par les pattes. Quand vous étiez pris en dessous, on tirait comme ça pour une jambe. Et on était là-dedans, rampant. Avec la progression du tunnel, se pose très vite le problème de la ventilation. Un des membres du groupe Charlie va trouver la solution. C'était des boîtes de conserve, n'est-ce pas, usagées, bien sûr, qui permettaient d'amener de l'air jusqu'à l'entrée. Une pompe actionnée manuellement envoie de l'air frais dans une canalisation constituée de cet assemblage de boîtes de conserve. En parallèle des opérations de percement, l'évacuation des remblais repose également sur une logistique astucieuse. Il y avait un fossé circulaire. Il suffisait que la personne ait un sac de terre. Il avait sa cape, parce qu'il y avait des capes dans l'armée française à l'époque, et il laissait tomber à ses pieds la terre, et c'était tout. Il le faisait évidemment avec un œil sur le gardien qui était sur le chemin de ronde.
Il y avait toute une activité factice pour qu'on puisse descendre tranquillement. Des types qui venaient de la culture physique, qui arrivaient avec des couvertures, qui étendaient leurs couvertures, qui se couchaient par terre. Et puis il y avait les chorales. Ah, les chorales, qu'est-ce qu'on a entendu comme chant, là? Pour la fabrication des vêtements civils, les costumiers de la troupe de théâtre sont sollicités à leur tour. Leur créativité va faire des merveilles. Ça a commencé par quoi? Par un atelier de teinture. Parce qu'on était tous, pour la plupart, habillés en kaki. On ne s'évade pas en kaki en Allemagne. On s'évade en costume civil. J'avais une chemise kaki que j'avais décolorée avec de l'encre de Chine. Plus d'une centaine de costumes militaires vont être rectifiés et transformés afin d'offrir un aspect crédible aux candidats à l'évasion. Au 17A, les officiers ont réalisé des prouesses inimaginables. Une caméra introduite clandestinement a filmé la captivité pendant toute la durée de la guerre. La même chose s'est produite avec des appareils photo. Lorsque la réalisation des faux papiers a été envisagée, un laboratoire clandestin s'est mis à fonctionner dans l'un des coins d'une baraque. On m'avait donné comme faux papier ceux d'un travailleur français, parce qu'il y avait des travailleurs STO, le service STO, qui avaient droit à des papiers spéciaux. Et on avait fait des papiers spéciaux pour nous les donner à nous. Quotidiennement et pendant des mois, les mineurs de fond s'introduisent dans le tunnel par une trappe dissimulée sous le terre-plein du théâtre de verdure. Les travaux avancent, mais il faut mettre les bouchées doubles, sous peine de voir l'opération annulée. Mais si on arrive dans les intempéries, on ne pourra pas sortir. S'il se met à pleuvoir, on ne pourra pas rentrer dans le souterrain, qui va devenir inutilisable si la pluie s'infiltre. Finalement, après 5 mois de percement, l'opération d'exfiltration est fixée un week-end de septembre 1943. Il y a eu 2 départs, le samedi soir et le dimanche soir. Parce qu'à cette époque-là, ils faisaient plus d'appels le samedi et le dimanche. Alors, on risquait plus rien, là. On avait chacun un numéro d'ordre pour entrer dans ce tuyau. Quand on a tiré au sort les places, j'étais le 3e. L'opération n'est pas sans risque. Environ 70 prisonniers doivent s'entasser discrètement 2 jours dans l'étroit boyau et attendre enfermés des heures dans le noir que la nuit tombe. Il y avait 1,25 m, 1,50 m entre chacun des postulants, n'est-ce pas, à la fuite. Il n'était pas question de bouger. Ça faisait 60 mètres de trucs gros comme ça, avec je ne sais pas combien de types dedans. Alors l'air était absolument irrespirable. Hein. Moi, je me souviendrai toujours, depuis lors, je fais de la claustrophobie, les yeux scintillants, les oreilles bourdonnant, tapant pom, 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 comme ça. On respirait comme un poisson qu'on aurait tiré de l'eau et jeté sur la prairie, n'est-ce pas? C'était vraiment très, très pénible. On s'est dit, on va y passer. J'ai vu que devant moi, le type était parti. J'ai suivi, comme ça, à 4 pattes, et je me suis trouvé en plein air. Alors là, c'était évidemment merveilleux. J'ai jamais vu une sensation aussi agréable, aussi jouissive, de voir que j'étais à 30 mètres, peut-être, du chemin de ronde éclairé par les violents projecteurs, mais nous, ils ne nous voyaient pas, ils ne voyaient pas du tout, et le soldat se promenait en large sans se rendre compte de rien. Voir cela était pour moi le couronnement de toutes les difficultés que j'avais pu avoir avant. C'était ça, toute la vie, je me rappellerai de ça. L'organisation a été minutieusement préparée. Chaque fugitif a en tête un plan précis à respecter. Moi, ce que je voulais trouver, c'est un vélo, mais j'ai jamais pu trouver de vélo. Parce qu'avec un vélo, dans la nuit, ça aurait fait quelques kilomètres.
Alors le but, c'était d'aller d'abord au Danube, et puis de trouver une barque pour remonter le Danube et d'aller en Suisse. Lors de la première nuit de cavale, les évadés s'enfuient le plus loin possible. Jean Cuen Grandidier, lui, s'est simplement rapproché de la gare la plus proche du camp. J'ai été à la gare, demandé 2 billets, aller-retour pour Vienne. Et on s'attendait au pire parce qu'on savait qu'il y avait des contrôles dans les trains. Mais ce jour-là, coup de peau, la fête des moissons. Alors, le train omnibus engrangeait chaque fois des délégations communales en uniforme nazi, et puis les jeunes de la Hitlerjugend avec leurs étendards, etc. Si bien qu'il n'y a pas eu de contrôle jusqu'à Vienne. Le choix de Vienne n'est pas fortuit. Avant la guerre, il s'est rendu à plusieurs reprises dans la capitale autrichienne. De plus, il a la chance de parler couramment l'allemand. Se sachant vulnérable, le fugitif est sur ses gardes. Quand on s'évade, il ne faut pas avoir les yeux dans sa poche. Hein. Faut bien regarder, c'est un territoire ennemi. Chaque personne que vous rencontrez est un adversaire qui peut vous dénoncer, qui peut vous reconnaître, qui peut vous interpeller, qui peut vous arrêter. J'ai été arrêté plusieurs fois, dans Vienne. Je m'en suis sorti chaque fois d'une façon extraordinaire. Dans Vienne, le premier réflexe de l'officier Grandidier est de se rendre à la cathédrale Saint-Étienne, endroit anonyme par excellence. Cette présence dans un lieu de culte lui permet également de nouer les premiers contacts. Le soir même, il a trouvé une planque par l'entremise d'un travailleur français du service du travail obligatoire. Il m'a conduit à un hôpital extérieur à la ville de Vienne, l'hôpital de Leinz, où il y avait un dortoir occupé par 5 garçons français du STO, du service du travail obligatoire, dont l'un était parti en permission collective et n'était pas revenu. Il y avait donc un lit disponible. J'ai dormi ce soir-là dans un lit avec des draps blancs, une couverture, et puis le lendemain, une douche avec de l'eau chaude qui ne m'était pas arrivée depuis 3 ans. Et moi, je me suis dit, tiens, c'est pas mal ce truc-là, parce qu'ils ont des lits avec des draps blancs, des douches chaudes, la nourriture des malades, et des petites infirmières qui peuvent venir leur chatiller les pieds la nuit. C'est donc un truc intéressant. Il faut devenir infirmier. Le commandement de l'OFLAC 17A va mettre 48 heures à découvrir la situation. Lors de l'appel du lundi, 132 officiers sont portés disparus. Himmler, averti de la nouvelle, rentre dans une rage folle. Une telle quantité de chefs de guerre évadés représente potentiellement une menace pour le Reich. L'ordre est donné de réquisitionner toutes les forces vives de la région, miliciens, gendarmes, SS, auxquels s'ajoutent plus de 50 000 soldats de la Wehrmacht démobilisés du front de l'Est. La traque commence. Il y avait eu alerte générale dans toute la région. Alors les civils, tout le monde était en alerte. C'était difficile de s'en tirer. On marchait sur un petit chemin dans la bois, et brusquement, on a été entouré d'une quinzaine ou une vingtaine de civils armés de fusils de chasse. Alors, on était foutus. Au bout d'une dizaine de jours, 118 prisonniers sont rattrapés. Mais 14 sont encore dans la nature. J'ai été mis au Youf en cellule. Le lendemain, il y a une sentinelle qui vient me chercher. Ah, je me demandais où j'allais. Il m'a dit, c'est le commandant du camp qui veut... Oh là là, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Et quand je suis arrivé dans le bureau du commandant, allemand, Von, je ne sais plus comment, il s'est levé de son bureau, il est venu vers moi, il m'a serré la main. Il m'a dit, c'est bien ce que vous avez fait, mais vous n'avez pas eu de chance. Et puis après, il a dit, je comprends que vous vous évadiez, à votre place, je ferai pareil. Ah ben, il m'a dit, oui, le règlement, malheureusement, m'oblige à vous mettre 15 jours en cellule. Et à ce moment-là, je lui ai dit, ben, moi, à votre place, je ferai pareil. Et on a éclaté de rire tous les deux. Il n'y avait que 2 ou 3 cellules. Et quand on était 132, je ne suis passé qu'au bout de 3 mois. Et j'ai fait avec comme le grand plaisir. C'était pour moi l'un des meilleurs moments de la captivité, parce que j'avais des bouquins, j'étais heureux comme tout, parce que j'étais seul, dans la tranquillité, sans bruit, sans tintamarre. En représailles à la grande évasion de l'OFLAC 17A, des généraux SS, sous les ordres d'Himmler,
conçoivent un plan d'élimination longtemps demeuré secret du nom de Kugel. L'opération Kugel, qui veut dire balle, ne fera l'objet d'aucun ordre écrit et ne sera révélée qu'au procès de Nuremberg, grâce aux témoignages de responsables SS. Les instructions impliquent de maintenir le secret absolu sur la capture des évadés et leur transfert vers les camps d'extermination. Quant aux prisonniers anglo-américains, ils doivent être abattus sur le champ. Alors, Himmler, effectivement, proclame que les prochains fugitifs qui seront arrêtés seront fusillés. On passe à une gestion, je dirais, radicale et idéologique, voire raciale de la captivité. Et effectivement, en termes de direction de guerre, c'est la SS qui, de plus en plus, va prendre sur la Wehrmacht le contrôle de la captivité. Et la SS, en prenant la main sur cette gestion de la captivité, sort de la Convention de Genève. Et donc, on a un remplacement de catégories juridiques par des catégories idéologiques nazies. On ne connaît pas le nombre exact de victimes de l'opération Kugel. Les seuls connus ont été immortalisés par le film La Grande Évasion. Ce film raconte l'histoire d'un groupe d'aviateurs anglo-saxons internés en Pologne, à côté du Stalag 8C de Sagan, dans le camp du Luft 3. Arrivent à Sagan, dans ce camp disciplinaire, des officiers britanniques qui sont pour les Allemands des fortes têtes, des gens qui sont déjà évadés une fois ou plusieurs fois qu'il faut mater. Donc on va les mettre dans ce camp assez dur, dans une partie donc séparée des Français, et ils vont être là pour être brisés eux aussi. Entre 1943 et 1944, une évasion d'envergure, en tout point similaire à celle du 17A, est organisée au Luft 3. Elle repose sur le percement d'un tunnel surnommé Harry, par lequel doivent s'enfuir plusieurs centaines d'hommes. Malheureusement pour les fugitifs, la sortie débouche au pied des Miradors, et seuls 76 prisonniers arriveront à s'évader avant que l'alerte ne soit donnée. Hitler, informé de la nouvelle, aura cette réaction. C'est inouï. C'est la deuxième fois que des officiers s'évadent. Cet événement peut provoquer la révolution parmi les millions de prisonniers internés en Allemagne. Les fugitifs doivent être rattrapés impérativement et remis sans délai aux hommes de Himmler. Les officiers repris seront victimes du plan Kugel. Des Allemands, on parlait d'évasion. Et il y en a un qui a dit, on en a fusillé, je crois 50, il a dû me dire 50. Hein. On en a fusillé 50, parce que c'est pas tolérable, etc. Et parce que leur résidence, là, était déjà une résidence sanction. Au Stalag 8C de Sagan, contigu à celui du Luft 3, c'est la consternation. Par la suite, aucune tentative d'évasion en groupe ne sera entreprise. J'avais aucune raison de m'évader. J'aurais eu une famille, j'aurais eu des enfants, j'aurais eu un métier, même n'importe quoi. J'avais rien, tout ça. Genre, tu vas peut-être te risquer ta vie. Alors que il suffit peut-être d'avoir un peu de patience. Voilà maintenant plus de 6 mois que Jean-Quen Grandidier s'est enfui de l'Oflag 17A. Il est toujours coincé à Vienne, mais il vit librement, car, entre-temps, il a réussi à se faire embaucher comme auxiliaire médical sous une fausse identité. Moi, entre-temps, je m'étais créé une identité qui est celle de la Lausanne. Vous savez ce que c'est, la Lausanne? C'est l'anagramme de « On les aura ». C'est un vrai passeport délivré par l'administration allemande, avec une photo, cette fois prise à cette occasion à Vienne, une photo authentique. Vers cette époque, Jean Larouzane reçoit une funeste nouvelle, celle du décès imaginaire de son père. Un stratagème qu'il a mis au point et qui l'autorise à se rendre en France auprès de sa famille. Il a en poche une permission exceptionnelle des autorités allemandes contre promesse de retour. J'ai été prendre mon billet, changer l'argent que j'avais parce que j'étais payé. J'étais payé comme Kriegshelfer, auxiliaire de guerre, c'est-à-dire le salaire d'un infirmier allemand, moins 25%. Et j'ai été donc payé par le Reich pendant 5 mois à peu près, quoi. Et j'aurais pu demander une retraite, mais je ne l'ai jamais fait. Comme collaborateur distingué du Troisième Reich.
avec mes billets, j'ai dit au revoir à tout le monde, accompagné à la gare par ma copine, avec au-dessus de ma valise Mein Kampf pour le cas serait contrôlé. Ce qui est arrivé au passage de la frontière entre la France et l'Allemagne, on m'a demandé de descendre mes bagages. Alors j'avais pris, pour épuiser tous mes Reichsmark, j'avais pris une première classe. Et en première classe, j'étais assis entre un colonel et un type. J'avais jamais vu cet uniforme. C'était un uniforme gris clair, un peu coloré quand même de rose. C'était des gars de la construction du mur de l'Atlantique. Et je suis rentré comme ça en première classe. Et arrivé à la gare de l'Est, le colonel qui m'avait pris en sympathie, à côté duquel j'étais assis, m'a dit « Docteur, j'ai mon ordonnance qui m'attend, laissez-lui vous porter votre valise ». Je suis sorti de la gare de l'Est avec non pas ma valise en main, mais portée par l'ordonnance allemande. Comme Jean Cuen Grandidier, 13 autres fugitifs de l'Oflag 17A ne seront jamais repris. Ils rejoindront tous la résistance pour reprendre le combat. Les bourreaux des 50 aviateurs du Luft 3 seront jugés au tribunal de Nuremberg. Sur 15 prévenus, 14 seront condamnés à la pendaison pour crimes de guerre. Quant aux prisonniers français, ils étaient encore près de 1 million enfermés dans les camps au moment de la libération.